Madame, Monsieur, merci d'être sur Télé Africa. Merci de regarder votre émission du mardi 20h45, le grand rendez-vous. Pendant 1h30, on va faire le tour des différents sujets qui font l'actualité au Gabon. On évoquera notamment les lendemains de la campagne référendaire. Vous le savez, le référendum qui a été organisé le 16 novembre dernier et qui a vu la victoire du oui, 91,64%. Tels sont donc les pourcentages rendus publics par la Cour constitutionnelle qui consacre donc de façon officielle la victoire du oui face au non. On s'interroge désormais sur les prochaines séquences de la période de la transition au Gabon, l'année 2025 qui devrait débuter par la révision du code électoral qui sera donc rendu possible par le ministère de l'Intérieur, les acteurs politiques, la société civile qui donne déjà de la voix quant à cette opération de révision du code électoral. Cette opération va-t-elle impliquer en amont un redécoupage administratif ou politique dans notre pays? Va-t-on aller vers une recomposition du paysage politique national? Tant on assiste aujourd'hui à certains mouvements dans les formations politiques, notamment au sein du Parti démocratique gabonais qui vient d'essuyer un nouveau départ et pas des moindres, celui de Guy Bertrand Mapangou qui a donc rendu officielle sa démission. C'était depuis le 18 novembre dernier, mais sur les réseaux sociaux, ce 2 décembre, le courrier circule et est abondamment commenté par les citoyens gabonais. Pour évoquer ces différents points, je suis avec Pascal Nkoulou, acteur politique, mais aussi Rufin Toutoum Mba, secrétaire général de l'Union pour la Nouvelle République, l'UPNR. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur le plateau de 20h45, le grand rendez-vous, afin que nous puissions une fois de plus décrypter ces sujets qui font l'actualité dans notre pays, notamment sur le plan politique. Et sur le plan politique, vous le savez, évidemment, le référendum a été organisé le 16 novembre dernier. On vous a vu sur les différents plateaux de télé et de radio, mais également dans la presse pour donner des consignes de vote ou donner votre posture par rapport au nouveau projet de constitution. Vous savez aussi, évidemment, que l'année 2025 va débuter avec le découpage, le code électoral, donc, qui sera soumis par le ministère de l'Intérieur. Avant d'aborder ce point, on va ouvrir l'émission avec la première rubrique, le reportage. C'est comment? Il n'y a plus de... Et dans cette rubrique reportage, revenons sur cette déclaration faite il y a quelques jours par un collectif, celui du comité de redynamisation, de revitalisation du Conseil national de la démocratie. Son porte-parole, Joachim Bachi Pombo, s'est donc exprimé en présence de ses collègues responsables de formation politique. On écoute Joachim Bachi Pombo, ensuite on revient derrière. Les partis politiques membres du Conseil national de la démocratie estiment à juste titre qu'il est de nécessité impérieuse l'élaboration d'un nouveau code électoral consensuel. Ainsi, comme convenu lors de l'audience qu'a bien voulu nous accorder le chef de l'État le 12 novembre 2024, il avait été question de reporter la tenue d'une session plénière extraordinaire du CND peu de temps après le processus électoral référendaire en application, disais-je, du décret numéro 0088/PR du 13 février 2023 portant réorganisation du Conseil national de la démocratie et de la décision numéro 009/CCT du 29 mars 2024 relative à la requête présentée par le Premier ministre tendant à la constatation de la vacance du bureau du Conseil national de la démocratie à la Cour constitutionnelle. Eu égard donc à ce qui précède,
le comité de redynamisation et de revitalisation en appelle à nouveau à la tenue pressante d'une session plénière extraordinaire à l'effet de s'allier au processus de restauration de la vie politique nationale et saisit la présente circonstance pour réaffirmer leur souhait de remettre à main propre dans les tout prochains jours au président de la République, chef de l'État, leur rapport d'activité à l'issue du processus référendaire du 16 novembre 2024. Voilà le propos de Joachim Bachi-Pombo. Pascal Nkoulou, alors, il y a deux éléments importants qui sont soulevés dans cet extrait de la déclaration faite récemment par Joachim Bachi-Pombo et les partis politiques membres du Conseil national de la démocratie. Le point relatif donc au code électoral qui sera révisé par le ministère de l'Intérieur entre le mois de janvier et février 2025. Et le second point, c'est lui relatif donc à l'organisation d'une session plénière extraordinaire, c'est bien ça, du CND, au fin de pouvoir régler de façon définitive cette vacance de pouvoir, c'est une vacance du bureau qui dirige donc le Conseil national de la démocratie, puisque l'ancien bureau est caduc, on le sait. Commençons donc par le point. Il a semblé faire il fait un lien direct, et d'ailleurs le lien s'établit plus ou moins, entre l'importance de remettre le CND en ordre de marche, donc de donner la possibilité de façon légale aux partis politiques de recouvrer leur présence sur le terrain, parce que le constat qui est quand même fait, c'est que depuis le début de la transition, les partis politiques sont revenus à la surface de façon timide, et ce n'est peut-être qu'à la faveur de la campagne référendaire qu'ils ont essayé d'exister. Mais sur le terrain, on voit bien que la société civile, les mouvements associatifs ont pris le pas sur les partis politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a urgence justement à faire en sorte que les partis politiques reprennent leurs activités à nouveau sur le terrain? Bon, il faut reconnaître que dans ce qui est initié par M. Joachim Pombo et d'autres leaders responsables politiques dans notre pays, il est effectivement utile qu'il y ait un espace de concertation parce que, comme vous le savez, notre pays traverse une séquence sensible du fait de ce que les institutions ont été remises à plat, sensible du fait qu'il va y avoir un nouveau paysage politique qui va sortir des prochaines élections présidentielles, législatives et locales, sensible du fait qu'il y a eu un ensemble de cohésion, de situations d'affrontement très très fort au cours de la dernière élection présidentielle, sensible du fait de ce qu'aujourd'hui, de manière tout à fait simple, la recomposition du paysage politique reste encore un peu floue. On ne sait pas qui sera contre qui sera avec qui. Donc, dans cette situation en termes de constat, il est certainement important que des réflexions sur le chemin politique global soient déjà menées et ensuite qu'il y ait un regard global sur les institutions qui vont être mises en place pour qu'il y ait une adhésion des politiques à ce qui va se faire. Il y a une volonté d'accompagner et de soutenir l'ensemble des réflexions déjà partant du référendum à tout le processus électoral. La dernière élection référendaire a été organisée de manière unilatérale par le ministère de l'Intérieur. On aurait pu le comprendre du fait que cette élection ne mettait pas en dualité des acteurs politiques. Quand vous dites que la dernière élection référendaire a été organisée de façon unilatérale par le ministère de l'Intérieur, on sait qu'il y a eu une révision de la loi 7/96 portant dispositions communes à l'organisation de toutes les élections en République gabonaise, que cette loi a fait la navette au niveau du Parlement de transition entre l'Assemblée nationale de transition et le Sénat de transition. Donc c'est sur la base de cette loi modifiée 7/96 que ces élections ont été organisées. Oui, écoutez, quand je dis que l'élection référendaire a été entièrement organisée par le ministère de l'Intérieur,
je ne fais pas abstraction de la révision de la liste électorale. Il n'y a pas eu une révision de la liste électorale. Je ne parle pas de la révision de la liste électorale, mais de la loi 7/96 modifiée. Oui, oui. Bon, ouais. La loi telle qu'elle a été rapidement adoptée par le ministère de l'Intérieur a également soulevé... Par le Parlement de transition, pas par le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur a élaboré la loi, a fait un projet que le Parlement a adopté. Le Parlement ne pouvait pas faire autre chose. Et je crois qu'en ce qui nous concerne, nous, acteurs politiques, ne serait-ce qu'au niveau de l'appel en Ngondje, on a tout de même attiré l'attention des autorités sur la procédure qui, pour nous, était un peu cavalière par rapport aux décisions prises par le ministère de l'Intérieur. Mais qu'à cela ne tienne, l'élection référendaire, elle est très stratégique pour l'ensemble de la nation, mais elle n'a pas le même engagement, elle ne voit pas le même engagement que l'élection présidentielle. Donc, à ce niveau, nous pensons qu'il est nécessaire qu'il y ait un réaménagement du format organisationnel de l'élection. Justement, on va revenir sur le point que vous avez soulevé et que j'ai d'ailleurs introduit au début de l'émission en rapport avec la recomposition du paysage politique pour aborder celui relatif donc au code électoral, à la révision du code électoral. Rufin Tutumba. Alors, c'est la prochaine séquence importante, évidemment, de cette transition, l'année 2025 qui va s'ouvrir en janvier et février avec cette révision du code électoral. En tant qu'acteur politique, secrétaire général de l'UPNR, membre d'appel d'Ngondje, quel est le regard que les acteurs politiques, notamment ceux de votre plateforme, ont aujourd'hui sur cette question relative à la réécriture du code électoral en période de transition au Gabon? Cette révision est d'actualité, d'autant plus qu'elle aura deux objectifs majeurs. Le premier, c'est d'abord de se contextualiser à la nouvelle constitution, en plus de crédibiliser le processus électoral qui serait organisé d'ici quelques mois, naturellement l'élection présidentielle, l'élection des députés et des élus locaux. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un trait d'union entre le Conseil national de la démocratie et la réforme du code électoral, d'autant plus que depuis mars 2024, le bureau du Conseil national de la démocratie est vacant par une décision de la Cour constitutionnelle de transition. Donc il apparaît aujourd'hui que la classe politique n'a pas un cadre concerté dans lequel cette réflexion peut être menée. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau des partis politiques, lors de la dernière session 2023, cette question de la réforme du code électoral avait été envisagée. Et dans le cadre d'une commission du Conseil national de la démocratie qui avait été présidée par le professeur Kombila, les partis politiques ont mené une réflexion qui a été soumise aux plus hautes autorités. Et donc nous pensions que le moment serait certainement venu d'aller... Est-ce que vous avez quelques éléments justement de cette réflexion? Vous avez pris part à l'élaboration de cette réflexion. Quels sont les points saillants? Quels sont les points saillants justement de cette réflexion qui ont un lien avec le code électoral? Déjà, le point saillant de cette réflexion, il faut d'abord mettre en évidence l'objectif. L'objectif est de parvenir à avoir des élections crédibles, transparentes et sincères, qui seront de moins en moins contestées. Et dans ce travail qui a été élaboré par cette commission, nous avons pris en compte comme outil de travail déjà les différents mémorandas qui avaient été élaborés à la veille des élections de 2023. Et ensuite, nous avons eu comme référentiel les différents codes électoraux de la sous-région et en s'appuyant sur le nôtre pour extirper toutes les aspérités qui étaient contenues dans ce code électoral. Notamment, je prends un aspect important de notre code électoral qu'il faudrait naturellement revisiter, c'est le format de la composition, par exemple, du bureau de la commission électorale. Nous pensons que pour s'arrimer au standard, il faut intégrer la société civile et les confessions religieuses pour rendre plus crédibles, n'est-ce pas, les résultats électoraux. Deuxièmement, il y avait l'aspect de la représentativité dans les différentes commissions locales. Nous pensions que hier, l'ancien format laissait plus de marge de manœuvre aux partis politiques de s'aborder le jeu électoral et qu'il était important, même dans ces différentes commissions, d'intégrer les forces vives de la nation pour faire en sorte que les résultats issus des élections soient de moins en moins contestés. Le deuxième grand avantage, c'était celui du procès verbal de délibération des résultats électoraux. Et nous avons pensé qu'il fallait que les résultats électoraux soient rendus publics dans chaque bureau de vote, dans chaque commission, de sorte qu'il n'y ait pas
de manipulation, parce que le système pyramidal qui existait dans notre ancien code électoral était fait de telle sorte que les résultats pouvaient être manipulés, n'est-ce pas, de la base vers le haut. Et donc, il fallait éviter ça. Donc, il fallait rendre public les résultats électoraux à partir des bureaux de vote dans les commissions électorales, commissions départementales, provinciales, et ensuite faire une compilation au niveau de la commission nationale. Donc, et cela aurait notamment l'avantage, n'est-ce pas, d'aboutir à la délibération des élections en moins de 48 heures, comme ce qui a été fait, que nous saluons d'ailleurs, lors de ce référendum. Le 17 novembre dernier, le lendemain du vote référendaire, Pascal Nkoulou. Alors, faut-il voir un lien entre la révision de la loi 7/96 portant dispositions communes à l'organisation des élections en République gabonaise, telle que modifiée et adoptée par le Parlement de transition, qui a donc été la base d'organisation de cette élection référendaire du 16 novembre dernier, faut-il faire un lien avec ces préoccupations émises par la classe politique déjà bien avant 2023. Les différents éléments évoqués tout à l'heure par Rufin Totomba, est-ce que ça vous paraît plausible, faisable, possible? Oui, le problème qui a souvent été celui des élections au Gabon, ce n'est pas le comportement des électeurs dans les bureaux de vote, c'est la gestion des résultats électoraux. Et c'est à ce niveau qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'éléments qui garantissent à tous les concurrents, donc à tous les candidats, la traçabilité au niveau de la transparence. D'accord, mais restons sur le premier point que vous venez de soulever, c'est lui, justement, pas de la participation des électeurs, du corps ou du collège électoral, mais celui des organes qui ont la responsabilité de l'organisation de ces élections. Il y avait jusque-là, le dernier organe qui avait la responsabilité, c'était le Centre gabonais des élections. Il n'existe plus. Le ministère de l'Intérieur a recouvré donc ses prérogatives en tant qu'organisateur principal de ces élections. Est-ce que vous pensez que la prochaine révision du code électoral devrait ouvrir à l'ensemble des forces vives de la nation, devrait s'ouvrir à l'ensemble des forces vives de la nation pour participer à ce processus? Je crois que les expériences antérieures, précédentes ont montré que la présence des challengers au niveau où l'élection doit être sécurisée n'est pas une garantie de transparence. Parce que la plupart des constats observés se déroulent justement entre les représentants des candidats dans les bureaux de vote, dans les commissions provinciales et à la commission nationale. La preuve, c'est que tout au long du processus électoral de 1993 à 2023, sur 30 ans, vous n'avez pas eu une seule fois des membres d'une commission provinciale, communale ou nationale dire ce ne sont pas nos résultats que nous avons validés. Donc ça veut dire qu'il y a une attitude de complicité et c'est à ce niveau, je plaide pour que l'on sorte les politiques de l'organisation des élections, du moins des candidats. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être juge et parti en même temps. Et ensuite, parce que le format d'avant était un format faux. À partir du moment donné où vous avez des blocs, vous avez une majorité, mais dans la majorité, heureusement, il y avait un candidat unique. Donc, la gestion des intérêts du candidat à l'élection présidentielle était plus ou moins garantie. Mais dans l'opposition, vous avez diverses candidatures. Donc, ces candidatures, malheureusement, ne pouvaient bénéficier que d'un représentant. Or, exemple simple, M. Rufin Kanda, M. Pamboué Kanda, M. Nkoulé Kanda, nous sommes tous de l'opposition et il se trouve que celui qui est membre de la commission soit issu du parti de M. Rufin. Écoutez, l'engagement politique qui est le sien le conduit naturellement à mieux surveiller les résultats électoraux de M. Justin que ceux de M. Pambou, parce que sur la base de sa présence, il n'a contracté aucun contrat, ni moral, ni politique, ni avec vous, ni avec moi. Donc, du coup... Ça veut dire que dans le format que vous proposez ou vous préconisez, il est hors de question qu'il y ait des acteurs politiques dans ces commissions, que ce soit la commission nationale ou dans les commissions provinciales. Voilà. Il faut qu'ils aient des représentants dans les bureaux de vote. D'accord. Ça leur permet d'avoir des procédures. C'est important parce que aujourd'hui, notre premier problème, en ce qui concerne les élections au Gabon, c'est comment sortir les mécanismes de fraude dans les différentes structures qui gèrent les élections, partant des bureaux de vote aux différentes commissions. L'essentiel de l'actif de l'élection se fait dans les bureaux de vote. La gestion des résultats dans les différentes commissions crée
des possibilités de manipulation des résultats électoraux. Je plaide donc, je vais terminer en disant que je plaide d'abord qu'il y ait un raccourci. Il faut éliminer les commissions intermédiaires. Il faut partir des commissions, des bureaux de vote à une commission provinciale. Pourquoi? Ça permet qu'il n'y ait que 2 ou 3 procès-verbaux, alors qu'à chaque fois, la réécriture des procès-verbaux à chaque instance facilite la manipulation. Vous avez les procès-verbaux dans les bureaux de vote. Vous avez les procès-verbaux pour la commission communale d'arrondissement. Vous avez les procès-verbaux pour la commission communale. Vous les avez pour la commission provinciale et ensuite vous avez pour la commission nationale. Ça fait 5 réécritures. Ce n'est pas du tout évident que le principe de base soit honoré. Vous n'êtes pas apparemment d'accord avec Pascal Koulou sur ce point, sur la non-présence ou l'absence des acteurs politiques dans les commissions électorales. Je ne suis pas de cet avis. Parce qu'en matière d'organisation des élections, il y a des standards. Il y a des standards. Et donc, les partis politiques doivent faire partie intégrante de l'organisation des élections. Mais il faut adjoindre, n'est-ce pas, pour respecter ces standards, la société civile et puis les religieux qui sont frappés d'un saut de moralité élevé. Mais en plus, ce qu'il faut dire, c'est que dans la pratique, le problème n'était pas lié à l'organisation de nos élections. Le problème était lié à la volonté politique du tenant du pouvoir, qui ne voulait pas partir du pouvoir. Parce que, par expérience, naturellement, les résultats étaient manipulés, pas au sortir des bureaux de vote. Mais c'est lorsque les résultats partaient des commissions électorales pour la provinciale et la nationale qu'on avait cette sorte de manipulation. Or, ce qui se passe, c'est que si nous sommes dans un cercle, dans un système vertueux, dans lequel le président de la République, qui est la clé de voûte des institutions, n'est-ce pas, ordonne que les élections soient sincères et crédibles, je ne vois pas un fonctionnaire ou un membre de la commission manipuler les résultats. Le problème, c'est un problème de mentalité. Ailleurs, où les élections sont rendues publiques, mais il y a des commissions électorales où on a vu la dévolution de pouvoir par la voie démocratique, plus près de nous au Sénégal. La commission électorale au Sénégal est à la présidence. Et pourtant, n'est-ce pas, on rend public les résultats qui sont issus des urnes. Donc c'est un problème de mentalité. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça veut dire que ça soit les commissions, que ça soit le ministère de l'Intérieur, si au niveau du pouvoir suprême, il y a une volonté de s'éterniser au pouvoir, soyez-en sûrs, quel que soit le format, quels que soient les textes que nous aurons toujours cette manipulation. Rufai Ntomba, en quoi est-ce que les agents publics, ceux du ministère de l'Intérieur, ne pourraient pas suffire à assurer une bonne organisation des élections? Le ministère de l'Intérieur est peut-être le rare ministère, et c'est normal d'ailleurs, qui est très bien représenté sur l'ensemble du territoire et a un bon maillage à ce niveau-là, en ce qui concerne les démembrements du ministère de l'Intérieur, puisque c'est ce ministère-là qui nomme les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, tous les auxiliaires de commandement qui existent au Gabon. En quoi est-ce que toutes ces personnes-là ne suffisent pas à garantir une bonne organisation des élections? Il ne s'agit pas de garantir une bonne organisation, il s'agit de crédibiliser une élection, pas de garantir la bonne organisation. Il faut que les résultats soient crédibles. Et pour que les résultats soient crédibles, il faut que les acteurs, les différentes composantes de la nation soient partie prenante. Le ministère de l'Intérieur, il est nommé par le pouvoir exécutif. Le ministre est nommé. Le ministre nomme les préfets, les sous-préfets. Mais il y a un devoir de gratitude. Mais quand vous allez à l'intérieur du... Moi, j'ai été président de la commission électorale en 2016 et en 2013. Mais on voit l'attachement que les préfets ont à l'organisation des élections au fin de faire élire le candidat pour lequel ils ont été nommés. Donc, il y a un problème de mentalité. Il y a un problème de mentalité. Mais... C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que la réalité, c'est le pouvoir suprême. Si à la base, le pouvoir suprême est inscrit dans une dynamique de restauration des valeurs, il va de soi que tout le monde va s'aligner. Mais si le détenteur du pouvoir ne veut pas partir du pouvoir, on aura toujours ces travers. C'est-à-dire que, et la pertinence de votre question, c'est de se dire que est-ce que c'est seulement les commissions qui peuvent crédibiliser? Mais en réalité, c'est un problème de société. Et c'est là où c'est important. Mais si on fait l'autopsie de ce référendum, on peut faire l'autopsie. Moi, Permettez-moi de vous poser une question, oui. Tomba. Alors, en 2023, il y a eu des élections générales. Oui. Il y a eu proclamation, peut-être pas proclamation par la Cour constitutionnelle, mais le Centre gabonais des élections avait rendu public les résultats de ces élections, du moins pour ce qui est de la présidentielle. Oui. Le CGE était composé à parité entre l'opposition et la majorité.
Oui. Est-ce que vous pensez que si les forces de défense et de sécurité n'avaient pas interrompu le processus, vous pensez que les acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition au sein du CGE, allaient dénoncer les résultats? Je pense que même s'ils auraient dénoncé les résultats, ça n'aurait pas... Non, je reprends votre question. Ça n'aurait pas atteint l'objectif. Vous avez compris que... Ça n'aurait pas atteint... Mais ce qu'il faut... Vous voulez répondre non? Mais laissez-moi, je ne peux pas répondre par oui ou non. Ce que j'ai envie de dire, c'est que en suivant le processus électoral, il y avait bien une volonté de confiscation du pouvoir. Non, on n'est pas à ce niveau. On est sur le parce que les résultats officiels. Mais pourquoi il y a eu le coup d'État? Parce que ces résultats étaient faux. Oui, mais je reviens à la question, justement. Vous parliez tout à l'heure de crédibiliser les résultats des élections. Or, le constat qui est également fait depuis 1990, c'est que ce que les acteurs politiques ont acquis après les accords de Paris, parce que ça part des accords de Paris, la mise en place d'organes spécialisés dédiés à l'organisation des organes indépendants pour l'organisation des élections devait être composée à parité. Mais on a vu que malgré la présence des acteurs politiques de l'opposition dans ces différentes commissions, eh bien, le problème est resté le même. Donc, il y a eu une forme de complicité tacite de la part des acteurs politiques de l'opposition. Mais bien sûr. Moi, je crois qu'il faut que nous soyons sincères avec nous-mêmes. Bien sûr. L'histoire politique de notre pays fait des acteurs politiques les premiers coupables, donc les premiers comptables de la mauvaise attitude qu'il y a eu dans le cadre de la gestion des résultats électoraux. Pourquoi? Si. Premièrement, attendez, s'il vous plaît. La responsabilité, elle est collective. Oui, monsieur Ruffin, parce que examinons le fonctionnement des commissions électorales. Vous avez c'est à parité. Vous avez les ministères techniques. Ces gens n'ont posé pas de problème. Vous avez maintenant les représentants avant de l'opposition de la majorité. C'est là où il y a le problème. Parce qu'il y a d'abord l'intérêt financier. Les partis politiques envoient leurs représentants, pas toujours dans l'optique de sécuriser le bureau de vote, mais d'avoir une mainmise sur les militants oisifs. Ça leur fait quelques revenus et ça permet à certains leaders de reprocéder. Oui, mais c'est tout ça qui conduit. Et du coup, lorsque vous avez des représentants qui se font pensionner par leurs leaders politiques, ils s'ouvrent à la corruption. Et sur le plan de la loi, il n'y a aucun texte pour punir un représentant d'un parti politique dans un bureau de vote qui se serait montré irresponsable. Donc, il faut les sortir. Et ensuite, aujourd'hui, l'autre problème, c'est quoi? C'est ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire les nombreuses réécritures des résultats électoraux qui se font normalement à parité parce qu'il est tenu de signer un vice-président de l'opposition, un vice-président de la majorité. Bon, or, lorsque le vice-président de la majorité n'a aucun accord politique avec le candidat, il laisse faire. Et du coup, le principe des challenges qui se joue à l'extérieur pendant la campagne se poursuit dans les commissions. Parce que les gens ne sont pas là sous la forme de la neutralité républicaine, ils sont là pour préserver les intérêts de leurs candidats. Donc, moi, je pense que la première chose qu'il faut commencer à faire, c'est de faire confiance à l'État, que le ministère de l'Intérieur organise les élections. On a les gouverneurs, on a les préfets, et ensuite, je vais terminer. Non, mais on a vu en 93, on a vu l'élection présidentielle 93. Attendez, non. On a des résultats du ministère de l'Intérieur. C'est pas ça la question. Le problème de la traçabilité de la fraude, c'est celui-là qui permet de mettre en évidence qu'il y a eu fraude ou pas. Or, pour qu'il y ait traçabilité rapide de la fraude, il faut rétrécir le cheminement, c'est-à-dire le parcours effectué par les procès-verbaux. C'est à ce niveau, parce que la plupart des candidats qui vont à la Cour constitutionnelle au cours des recours n'ont généralement plus les procès-verbaux, ni des bureaux de vote, ni des commissions intermédiaires. Donc, revendiquer l'élection devient une sorte de fiction. Il faut donc, à mon humble avis, raccourcir le processus de transmission et ensuite sortir les politiques, parce que ce sont eux. Et surtout qu'il y a un coût financier énorme. Ces gens reçoivent beaucoup d'argent pour rien du tout. Il ne faut pas réduire la classe politique, n'est-ce pas, au problème domestique. C'est vraiment trivial. Monsieur, à l'expérience, 30 ans après, on n'a eu aucun résultat probable des politiques. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 93, on a eu le ministère de l'Intérieur qui a organisé les élections. Et pendant que le résultat avait été rendu public, on était en train de délibérer au gouvernement de l'Est-UR. C'est un fait. C'est historique, c'est vérifiable. Deuxièmement, nous n'avons pas accédé à la dévolution du pouvoir par la voie démocratique par le fait qu'un homme, une famille, s'est arrogé tous les pouvoirs souverains.
C'est ça la réalité. Donc, ça veut dire la réalité, c'est pas... Ça veut dire que les acteurs politiques n'ont aucune responsabilité. C'est une responsabilité collective. Ben, collective parce qu'on a vu au Sénégal, la modification de la Constitution qui autorisait, on peut le dire, Macky Sall, parce qu'on n'était plus dans le même régime, qui autorisait Macky Sall à aller vers un troisième mandat. Mais ça n'a pas été possible. La question, c'est... Ça n'a pas été possible parce que la population s'est soulevée. C'est la même chose. La question aujourd'hui, en période de transition, après, lorsqu'on arrive en 2025 et que le ministère de l'Intérieur va procéder donc à la réécriture de ce code électoral, est-ce que vous pensez que la seule présence des acteurs politiques dans ce processus va suffire à crédibiliser ces élections? Mais les partis politiques ne peuvent plus être les seuls présents parce qu'il y a eu une nouvelle constitution. La nouvelle constitution, dans son préambule, consacre le pluralisme politique. Et le pluralisme politique fait entrer de nouvelles forces dans le jeu électoral. Donc à partir de ce moment, les partis politiques ne peuvent plus être seuls. Il faut s'arrimer au standard. Il faut s'arrimer au standard pour que l'élection soit crédible. Ça veut dire qu'il faut, en plus des agents du service public du ministère de l'Intérieur, les acteurs politiques, la société civile, les confessions religieuses. Nous avons ratifié un certain nombre de conventions et là-dedans, dans la sous-région, on peut regarder dans le cas de la CAC ou de la CEMAC ou de l'Union africaine, n'est-ce pas? Nous avons les commissions électorales qui sont organisées, qui sont censées être autonomes et indépendantes. Et le ministère de l'Intérieur n'est que le détenteur des moyens, qui met en œuvre les moyens, qui met en œuvre le cadre, n'est-ce pas, pour permettre à ces commissions de jouer véritablement leur rôle. Deuxièmement, les membres des commissions électorales sont des membres assermentés, ils prêtent serment. Et il y a une batterie de mesures pour ceux qui violent le serment. D'accord. Alors, autre point, Pascal Nkoulou, est-ce que cette révision du code électoral qui aura lieu entre janvier et février 2025 devrait être adossée à un redécoupage électoral? Doit-on procéder à un redécoupage électoral? Oui, je crois que ça, par contre, c'est les véritables interrogations qui doivent conduire la réflexion sur la révision du code électoral. Parce que le découpage électoral doit obéir à deux critères. Soit il est d'ordre géographique, soit il est d'ordre démographique. Or, vous avez, en termes de représentativité et d'efforts de terrain surtout à fournir pour certains candidats, lorsque vous avez une personne qui parcourt 3 ou 4 villages, ce n'est pas du tout la même chose que si vous êtes candidat au 6e arrondissement, même dans un siège. L'effort d'engagement, l'effort de conviction, l'effort de disponibilité est 10 fois plus que si vous étiez dans une localité où il y a 3 ou 4 villages. Et ensuite, on veut bien partir du principe que c'est le principe d'un homme, une voix. Ça veut dire que chaque député à l'Assemblée nationale devrait correspondre en termes de proportionnalité, avoir une moyenne de voix équivalente à tous les autres députés. Ça permet que l'appréciation justement des problèmes sur le plan de l'examen des politiques publiques soit beaucoup plus accrue. Vous n'avez pas la même réactivité quand vous traitez des situations liées à 3 ou 4 villages que si vous aviez un arrondissement de Libreville, de Port-Gentil ou de Franceville. Donc, je crois aujourd'hui que pour ce qui est du nouveau code électoral, j'espère que ceux qui auront la charge d'y travailler revisiteront aujourd'hui le nombre de sièges à pourvoir pour les élections, surtout législatives. Et ensuite, pourquoi c'est important? Parce que justement, nous parlons de comment limiter la fraude. Comment éliminer la fraude? Comment éliminer l'intérêt financier que l'on a dans le cadre de l'organisation des élections? Il faut à ce moment-là mettre en place un ensemble de mesures qui font en sorte que, premièrement, les candidats sur le terrain n'ont pas besoin de beaucoup dépenser, il ne faut pas beaucoup d'argent, et ensuite qu'ils aient une possibilité de cerner, je parle là des candidats dans des grands centres urbains, une possibilité de cerner les besoins véritables de leur population pour que, enfin, le discours politique soit un discours citoyen. Parce que tout ce qu'on a eu pendant ces 30 ans, il n'y a aucun élément citoyen de politique publique dans les discours que développent les députés ou même les maires. C'est rattaché à l'actif du président, c'est rattaché à la capacité personnelle des individus, c'est rattaché au conflit interne qu'il y a entre diverses personnalités. Or, pour sortir le discours politique dans les taux où il a été mis, il faut justement que les candidats aient une possibilité, je suis presque tenté de dire, d'avoir une connaissance presque intime de leur espace électoral. C'est important. Rifin Totomba, sur ce point, sur cette question relative au lien entre l'écriture du nouveau code électoral et le redécoupage électoral. Je pense que c'est intimement lié parce que le code électoral sous-entend une répartition équitable, n'est-ce pas,
de l'assiette électorale. Mais ce qu'il faut redire, c'est qu'il faut d'abord, de mon point de vue, il faut d'abord assainir l'environnement politique. L'environnement politique, c'est-à-dire la classe politique, il faut assainir, il faut mettre de l'ordre. Les associations également, il faut mettre de l'ordre. Il y a une proportion d'associations, une proportion d'ONG, de partis politiques, il faut mettre de l'ordre. Parce qu'on va arriver vers une situation qui risque d'être difficilement gérable. Premièrement. Deuxièmement, avant d'arriver au redécoupage, il faut qu'on soit impératif sur le plafonnement des campagnes électorales. À la limite, qu'on interdise... La loi électorale. Voilà, qu'on interdise... Il faut toucher la loi électorale. Il faut toucher parce que le mercantilisme en période électorale est vraiment exacerbé. Et en ce qui concerne le découpage électoral, il faut forcément qu'on s'assied sur les deux canevas, c'est-à-dire le canevas démographique et géographique. Géographique pour qu'il y ait une plus grande inclusivité, n'est-ce pas, de toutes les composantes, de tous les territoires dans les sièges électoraux pour parler de l'Assemblée nationale. Mais démographique pour tenir compte, n'est-ce pas, de la dimension de chaque siège. C'est pour cette raison que ça ne doit pas être figé. De mon point de vue, il faut qu'à la veille de chaque grande élection, n'est-ce pas, que le ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas, sorte une nouvelle cartographie qui tienne compte, n'est-ce pas, des réalités démographiques. De sorte que, en définissant vous voulez qu'il y ait un redécoupage, vous voulez qu'il y ait un redécoupage tous les 5 ans, tous les 7 ans? Il doit être, oui, le redécoupage ne peut pas être figé. De mon point de vue, ne doit pas être figé. On doit avoir une assiette géographique. Ça veut dire que sur une base, par exemple, départementale ou communale, on sait que chaque commune va avec une hypothèse d'un député. Un exemple, n'est-ce pas? Maintenant, les députés, en plus, n'est-ce pas, la deuxième variante consiste à évaluer la dimension démographique pour ajouter un coefficient de 1, de 2 ou de 3, c'est selon, pour que ça soit plus équitable. L'exemple, nous avons parlé du Sénégal. Au Sénégal, c'est comme ça que ça se passe. Au Sénégal, il y a d'abord un ratio, n'est-ce pas, unique, qui fait que chaque territoire a un député. Et ensuite, il y a un coefficient qui est ajouté en tenant compte en fonction de la géographie ou de la démographie. La démographie. Ouais. D'abord, le ratio, c'est sur la géographie. En se disant, par exemple, que chaque département a un député. Maintenant, ensuite, on va sur un coefficient de plus 1, plus 2, plus 3 en fonction de la mobilité démographique qu'il y a dans chaque siège. Donc, c'est un travail hautement technique et nous savons qu'aujourd'hui, quand même, 60 ans après, nous avons l'expertise au niveau du ministère de l'Intérieur. Mais c'est un travail technique. Il faut associer toutes les forces vives de la nation pour avoir un code électoral, n'est-ce pas, qui soit consensuel. Pascal, est-ce que la loi électorale, vous pensez que 2025 sera l'occasion pour le ministère de l'Intérieur de pouvoir également procéder à une réécriture de cette loi électorale pour évoquer les points dont vous aviez parlé, Rufin Totomba et vous, sur, par exemple, le montant de la caution, sur le plafonnement des fonds dont devraient disposer les différents candidats ou les différents partis aux élections. Lors de la campagne référendaire, on a entendu Pierre Claver Monganga Moussavou, le leader du PSD, dire, au sortir d'une émission sur Radio Gabon, que le camp du oui aurait eu 27 milliards de francs CFA pour faire sa campagne. C'était une façon pour lui de dire que le camp du non partait complètement largué par rapport à l'importance de l'assiette financière dont disposait le camp du oui. Est-ce que vous pensez que le ministère de l'Intérieur devrait absolument travailler sur ce volet-là? Oui, je crois que par erreur, on a choisi le format des campagnes à l'américaine. Or, la campagne à l'américaine, c'est deux campagnes dans une seule. Vous avez la campagne des grands électeurs, vous avez la campagne vers les populations. Donc, elles sont excessivement coûteuses. Or, dans le cas de notre pays, d'abord, la population électorale est très faible. Nous sommes à moins de 800 000 votants. Ça voudrait dire qu'une application rigoureuse sur... Quand vous dites faible, rapportée à la population gabonaise, elle n'est pas faible du tout. Oui, bon, pour l'instant, c'est ce que nous avons. C'est ce que nous avons. On a 800 et quelques mille personnes qui votent sur 2 millions d'habitants. C'est très faible. C'est presque la moitié, si on veut. Ouais, réjouissons-nous comme ça, si vous voulez. Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que il faut que l'impact financier soit considérablement réduit. Parce que tout ce que nous avons vécu tout au long des 60 dernières années, ça a été une politique assise sur l'argent, et non pas sur les valeurs de la République, et non pas sur la volonté de fédérer les Gabonais entre eux. Donc, moins il y a d'argent, plus les politiques vont faire l'effort d'asseoir
leur engagement sur des valeurs de la République. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et les citoyens, quand ils iront voter, ne le feront plus uniquement sur la base de la relation individuelle ou personnelle qu'ils peuvent avoir vis-à-vis du candidat, mais en fonction du retour de l'investissement politique de la République. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut rechercher. L'exemple du Sénégal est beaucoup cité. Pourquoi? Parce que les Sénégalais ont, depuis Senghor, transcendé les éléments d'appropriation communautaire, mais c'est mis en valeur. Il y a des grandes communautés, ces communautés fédèrent sur des objectifs communs de développement. Or, quand vous prenez un pays comme le Gabon, c'est difficile de trouver, quelle que soit la province, des réalisations qui ont été menées sur la base de l'engagement communautaire des enfants de cette localité. L'engagement communautaire visant à fédérer s'est fait au profit d'un individu pour une fonction. Il faut sortir de cette approche politique pour aller vers des politiques publiques plus promoteuses, plus à même de libérer le dynamisme et l'énergie des populations. Donc, je suis d'accord qu'il faut trouver un moyen, c'est même permis, il faut prendre une décision de plafonner le financement des campagnes. Pourquoi? Parce que l'achat de conscience naît de l'impact négatif de la gadgeterie qui existe pendant les campagnes. Et ensuite, il y a une absence totale d'orientation vers la perspective d'asseoir une république forte. De contrôle également. Le Parlement n'a pas, dans notre pays, cette vocation à pouvoir organiser des missions de contrôle ou des enquêtes plutôt au fin de s'assurer de la provenance de fonds, de l'utilisation de ces fonds de campagne-là. Tout à fait. Ce n'est pas difficile à faire. Vous savez, quelle que soit la circonscription électorale, on sait exactement, en fonction de vos commandes de gadgets, vous avez commandé 3000 t-shirts, ça se vérifie rapidement. Vous avez commandé je ne sais pas quoi, ça se vérifie. Et c'est pour cela, justement, les éléments de fraude dans les bureaux de vote vont diminuer. Pourquoi? Parce que dès lors qu'un candidat a ses représentants dans les bureaux de vote, si vous êtes candidat à l'élection présidentielle, je crois qu'au nombre des éléments à fournir, il faut que vous ayez la capacité de produire la liste de tous vos représentants dans tous les bureaux de vote. Parce que la plupart s'aventurent à une élection, ils n'ont pas de représentants dans les bureaux de vote. Et ensuite, ils s'abritent derrière les commissions opposition-majorité sans avoir de lien ni de discussion avec les représentants dans ces différentes commissions. Et puis, ils se mettent au devant pour dire « on m'a volé l'élection ». Sur aucune possibilité de démontrer que j'avais la capacité de gérer tous les bureaux de vote, j'avais la capacité d'être présent dans toutes les commissions, j'avais la capacité d'être présent à la Commission nationale. Donc, il faut maintenant arriver sur un format de contrôle rapide qui part du candidat aux représentants des commissions électorales qui doivent être, pour moi, des officiels relevant de l'administration du territoire, donc du ministère de l'Intérieur. On va ouvrir le second tiroir de notre émission consacrée à la rubrique politique 2.0. Et la rubrique politique 2.0, c'est cette nouvelle démission au sein de l'ancien parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais, qui vient donc d'enregistrer le départ de Guy Bertrand Mapangou, l'une des figures de proue de cette formation politique. Le courrier est donc sur les réseaux sociaux. On apprend à la lecture de ce courrier qu'il a donc adressé sa démission le 18 novembre dernier à sa fédération. C'est dans le département de Tsamba-Magoti, dans la province de Langoudie. Messieurs, alors comment vous interprétez cette nouvelle démission de l'un des poids lourds du Parti démocratique gabonais qui avait été aux premières loges, notamment lors du règne d'Ali Bongo Ondimba Rufin Totomba. On sait qu'avant lui déjà, Alain-Claude Bilibidze, l'ancien Premier ministre, avait annoncé sa démission du PDG. Le Parti démocratique gabonais avait argué qu'il n'avait pas à aller déposer sa démission, sa lettre de démission au siège du secrétariat général, mais plutôt au sein de sa fédération. Mais ce qui est sûr, c'est que Alain-Claude Bilibidze ne fait plus partie du Parti démocratique gabonais. On est donc là dans une forme de récomposition de l'ancienne formation politique au pouvoir, et le constat qu'on fait, c'est qu'il risque d'y avoir une véritable hécatombe dans le paysage politique national en fonction des échéances qui arrivent. Bon, ce qu'il faut observer sur ces deux cas,
D'abord, la première sur l'ancien Premier ministre. Je crois qu'un ancien Premier ministre ne peut pas démissionner dans une circonscription dite en décorum. Je crois que c'est une fuite en avant. Mais ce qui est important et ce qu'il faut retenir, c'est le départ de M. Guy Bertrand Mapangou, qui, après avoir fait campagne, n'est-ce pas, pour le oui, comme le PDG d'ailleurs. Voilà, démissionne. Mais ça renvoie à deux choses. De mon point de vue, soit, et la première c'est que les partis politiques sont pris à, j'ai envie de dire, à l'assaut par le nouveau pouvoir, parce que quand on examine un peu le modus operandi de cette campagne, on a vu l'importance qu'a eu les associations dans tout ce qui se fait dans cette campagne. Donc c'est pour dire qu'il y a un véritable malaise politique qui fait que désormais, le nouveau pouvoir, certainement, ont, dans la stratégie qui est certainement la leur, envie de renouveler l'élite politique et donc de mettre de l'ordre ce qui concerne la classe politique. Et du haut de ces fonctions de haut représentant du chef de l'État, quand il vient à démissionner dans un contexte comme le nôtre, ça sous-entend quand même qu'il y a un malaise profond et qu'à juste titre, il faut que la classe politique s'interroge profondément. Alors, Pascal Nkoulou, doit-on parler de malaise? Guy Bertrand Mapangou, dans son courrier, dit que sa décision est motivée par le fait, évidemment, qu'il s'arrime aujourd'hui au nouveau système de valeurs qu'il a constaté, incarné par Brice Clotaire Oligui Nguema et le Comité pour la transition et la restauration des institutions. On a vu qu'il y a eu un front du non qui s'était formé lors de la campagne référendaire et que ce front du non a échangé quelques jours avant le référendum avec le président de la République. Ensuite, ils ont révisé leur position pour finalement voter oui. Ils ont également justifié leur posture par le fait qu'ils ont saisi la pertinence de la vision de Brice Clotaire Oligui Nguema. Est-ce que finalement, ce n'est simplement pas la vision du chef de l'État de la République, donc le président de la transition, qui est le facteur déterminant dans cette recomposition du paysage politique national? Vous avez parfaitement raison, c'est à la fois le leadership politique, mais également c'est le leadership populaire du président de la République qui invite beaucoup d'acteurs politiques à prendre en compte la nouvelle donne qui a commencé à exister. Parce que quand vous regardez même comment la campagne du référendum a été menée, elle n'a pas été menée avec un leadership politique. C'est le charisme personnel du chef de l'État qui a engagé les citoyens à mettre leur volonté et leur engagement dans l'expression des 91% qui ont été obtenus. Par contre, et ça il faut pouvoir le reconnaître, s'il y a même eu un ensemble d'actes de réticence, cette prudence exprimée par les populations a été en grande partie du fait de la présence dans le champ politique de ceux pour lesquels les populations estimaient ne plus être en capacité d'être les relais ou les intermédiaires entre le pouvoir central et elles. Donc, il y a tous ces facteurs dont il faut tenir compte. Et maintenant, parlant du PDG lui-même, il faut partir du principe que le PDG, depuis la mort du président Omar Bongo Ondimba, n'a véritablement plus eu de véritable leader. Le PDG était un parti du pouvoir. Donc, les luttes en interne étaient les luttes de positionnement. Le PDG aura du mal à s'accommoder avec des luttes d'accès au pouvoir. C'est pour ça que la plupart de ceux qui aujourd'hui assument la responsabilité de coordination, parce que c'est différent entre coordonner l'actif d'un parti et en être le leader. Le fait que le PDG manque de leader politique est un acte qui va désengager beaucoup de cadres qui ont besoin de poursuivre une carrière politique d'avenir. Donc c'est important. Et ensuite, par rapport au président de la République, il est évident que ce parti lui fera, comme on dit, un appel de pied. Mais Oligui n'a pas besoin de parti politique s'il était candidat à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, je ne vois pas sur la scène politique nationale qui se dresserait en face de Brice Clotaire Oligui Nguema comme candidat. Les Gabonais l'ont adoubé. Les Gabonais lui demandent de se présenter. Les Gabonais iront voter Brice Clotaire Oligui Nguema, même sans projet de société fiable, parce que simplement, cet homme a posé un acte révolutionnaire qui, pour beaucoup, reste ou nécessite un besoin, comme on dit, de retour d'ascenseur à son endroit. Donc, voilà la situation politique aujourd'hui de notre pays. Le PDG, depuis 2009, tous ceux qui, aujourd'hui, exercent dans le champ politique de l'opposition,
était d'éminents membres du PDG. Est-ce que ça veut dire, Pascal Nkoulou, que pour vous, le fait que Brice Clotaire Oligui Nguema et le CTRI aient fait le coup d'État, le coup de libération le 30 août 2023, suffit à ce que le peuple gabonais lui donne un chèque à blanc? C'est-à-dire, même s'il n'a pas de projet de société viable, fiable, le fait qu'il ait fait un coup de libération, ça suffit largement pour lui donner un chèque à blanc, c'est ça? Oui, non, vous m'avez entendu dire sans projet de société viable ou fiable. Pourquoi? Parce que... Oui, mais est-ce que c'est pas, pas non, assez parce que pour l'instant, réducteur ce que vous dites? Pour l'instant, les Gabonais partent de l'acquis. Leur acquis, c'est que Brice Clotaire Oligui Nguema a remis à plat les institutions de notre pays. Cet homme représente dans l'imaginaire collectif aujourd'hui la perspective de ce que tout le monde se retrouve au même niveau, sur la même ligne de départ. Vous savez, il n'y a ni majorité, ni opposition. Il n'y a que des acteurs politiques. Et autour d'eux, enfin, devant eux, il y a Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc, il fait la course seul en tête. Et derrière lui, il y a les formations politiques. Il n'a pas besoin, dans le cadre de son développement, d'alliés politiques au sens relais pour amener des populations vers lui. Par contre, c'est les politiques aujourd'hui qui bénéficient de l'aura personnelle de Oligui Nguema pour exister. C'est des points pour ça, vous les avez tous entendus au cours de la campagne. Au lieu d'aller vers les éléments constitutionnels de droit républicain et lier les actifs de politique publique au vote du référendum en disant aux populations, votez parce que voilà ce que le président de la République fait. Donc aujourd'hui, M. Mapangou, certainement beaucoup d'autres cas du PDG, choisiront de se recomposer autour de la dynamique si le président Oligui Nguema est candidat va créer, ou alors de créer eux-mêmes leur propre formation politique pour mieux assurer leur volonté de subsister politiquement. Rufin Totumba, est-ce que vous pensez que l'on va vers une recomposition du paysage politique national en rapport avec ces futures échéances qui arrivent à grands pas? Je pense que, très sincèrement, qu'on n'aboutira pas à une recomposition du paysage politique. Parce que les 90% ou les 95% des PDG qui démissionneront iront soutenir a fortiori le président de la République, c'est clair. Parce qu'il y a une race de Gabonais qui ne savent faire rien d'autre que d'être avec le pouvoir, qui ne réfléchissent pas, c'est-à-dire que, non pas pour dire que ce que fait le président n'est pas intéressant, mais pour dire que ça soit intéressant ou pas, ils vont toujours soutenir. Si demain c'est Pascal qui est président de la République, ils vont démissionner pour soutenir Pascal. Donc c'est ça le problème. Mais en réalité, ce qu'il faut, c'est que moi je pense que le président doit ne pas s'inscrire dans la continuité. Il faut qu'il y ait une rupture, il faut qu'il y ait un renouvellement de l'élite politique. Et comment elle s'est traduite en acte, cette rupture? Elle doit se traduire par la mise en lumière d'une certaine génération. Vous avez vu la composition de l'Assemblée nationale de transition. Mais elle est faite de quoi? Elle est faite des anciens pédégistes. Et ça n'inspire pas, parce qu'on est dans un champ politique qui est mercantiliste. Pour s'exprimer sur la scène politique, il faut des moyens, il faut des ressources nécessaires. Mais qui a ces ressources aujourd'hui? Ce n'est que les détenants du pouvoir sortant. Donc, et là, à ce moment-là, nous pensons qu'il faut que le président ait le courage nécessaire, n'est-ce pas, de passer au renouvellement de l'élite politique, que ce soit la classe politique en termes de partis politiques existants, faire un audit, en termes de personnalités prises individuellement. Il faut faire le ménage pour donner une nouvelle dimension, pour donner autre chose. Parce que pendant cette campagne référendaire, mais parmi les raisons de l'abstention, mais parce qu'on a vu les mêmes qui ont dit hier que Ali Bongo n'y mettait l'alpha et l'oméga, ce sont les mêmes qui sont venus dire que ce qu'on vous propose là est meilleur. Donc il y a quand même eu ça dans l'esprit. Et il faut aussi s'arrimer à ce qui se fait ailleurs. Vous avez suivi l'actualité aujourd'hui. Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, mais il a 41 ans. Mais le président doit se faire... Le président doit se faire lui-même, n'est-ce pas, ses hommes. C'est ça, parce que c'est aussi ça la pratique du pouvoir. Le président doit se faire ces hommes à lui, qui lui seront fidèles et qui sont capables d'implémenter sur le terrain, n'est-ce pas, sa politique et sa vision. On poursuit l'émission avec cette troisième rubrique. Que dit le quatrième pouvoir?
Que dit le quatrième pouvoir? Le regard de la presse sur l'actualité qui prévaut au Gabon, notamment sur le champ politique. Vous avez évidemment le magazine Superstar qui revient sur la démission de Guy Bertrand Mapangou, qui quitte le Parti démocratique gabonais comme quelqu'un qui quitterait un bateau. Donc voilà, un engagement pour des valeurs nouvelles et un avenir meilleur. C'est le titre choisi par le magazine Superstar. Guy Bertrand Mapangou qui souhaite donc désormais se consacrer à la prise en compte des valeurs qui fondent désormais sa trajectoire politique. Top Info Gabon, lui, consacre sa une sur cette guerre de tranchées au sein du parti Réagir. Désormais, le bicéphalisme est consommé. François Ndorobian et Persis Lionel et son Ondo qui ont donc été sommés de quitter le parti, exclus par l'autre frange du parti Réagir, qui n'a pas évidemment hésité à ester en justice. Donc l'affaire actuellement est pendante au niveau de la justice. On reviendra sur cette information dans nos prochaines émissions. Voilà, et là c'est Mazlek Info, bifaction à Réagir. Jean-François Ndorobian viré du parti par le camp Jean-Valentin Leyama. C'est véritablement le bras de fer, c'est même plus le bras de fer, là, la hache de guerre, on a envie de dire, a été déterrée au sein du parti Réagir. Et puis il y a Féfé Onanga, ça c'est dans la commune de Port-Gentil, dans la province de Goué-Maritime. Féfé Onanga, pardon, qui va en guerre contre l'exclusion et la division à Port-Gentil. Évidemment, on sait que la capitale économique du Gabon est l'une des places fortes sur le plan politique et qu'il faut être assez costaud pour pouvoir y exister, Pascal Nkoulou. Oui, bah, écoutez, je crois que lorsqu'on est acteur politique, on a comme première responsabilité de se constituer une base. Or, on ne peut pas parler d'exclusion politique si on est sur des bases sur lesquelles on compte exercer son actif politique par l'acquisition d'un mandat. Le mandat, ce n'est pas d'autres acteurs politiques qui le donnent, c'est les populations. Il faut donc travailler cette relation, comme je dis, d'intimité avec les populations qui permet aux acteurs politiques de laisser les populations percevoir leur capacité à impacter dans leur quotidien maintenant. Les discours visant à la proximité, les discours visant au relationnel familial ne peuvent plus compter. C'est pour ça que je suis parfaitement d'accord avec M. Rufin Toutoum quand il dit qu'il faut que la classe politique se renouvelle. On ne peut pas espérer arriver à des résultats concluants en ayant le même chemin, les mêmes pratiques, les mêmes habitudes, avec les mêmes acteurs. Mais est-ce que vous incluez, vous-même, vous êtes inclus ou bien vous êtes exclu de ce renouvellement de la classe politique? Est-ce que vous êtes quand même présent sur la place politique depuis plusieurs décennies maintenant? Hein? Vous savez, aujourd'hui, dans notre pays, les éléments bloquants, c'est l'argent. Pendant une très longue période, ceux qui s'étaient appropriés les leviers de l'État et qui avaient pillé les caisses de l'État on fait croire aux populations que vous n'avez de valeur politique que si vous êtes fortuné. Or, l'expérience a montré que plus ils sont fortunés, plus ils détruisent l'État. Moins on est fortuné, moins on a l'ambition. En tout cas, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est, je pense que quelqu'un peut se suffire modestement et penser à rejonter l'actif de l'État parce que c'est ça sa caution pour pouvoir repartir aux prochaines élections avec un bilan positif. Or, on a des acteurs politiques qui sont extra-responsabilité politique, ils ne comptent que sur leur argent. Donc, il faut renouveler la classe politique et justement, c'est à ce niveau que nous, on attend beaucoup du président de la République pour qu'il garde sa position en hauteur sans donner l'impression qu'il serait pour ou qu'il favoriserait tel groupe ou tel camp politique. Pour qu'il y ait donc ce challenge souterrain qui fera éclore de nouvelles valeurs politiques, un nouvel engagement sain pour permettre qu'on ait des acteurs politiques consacrés à la volonté des populations. Rufin Toutoum, on a parlé du Parti démocratique gabonais, des démissions au sein de cette formation politique. Là, on vient de voir à travers Réagir qu'on est dans une véritable guerre de tranchées désormais. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui au sein des partis politiques, au sein des blocs politiques, des camps politiques, est une forme de guerre de positionnement par rapport aux futures élections? Oui, par rapport aux futures élections, mais aussi par rapport
aux ambitions personnelles des uns et des autres. Mais est-ce qu'il faut revenir sur réagir? Parce qu'il faut aller à la base pour comprendre ce qui se passe en réalité. Réagir n'a pas été un parti conçu au sens conventionnel. Ils ont acheté un parti politique, n'est-ce pas? Ils ont acheté un parti politique, ils ont mis des moyens, ils ont créé Réagir, donc Jean Valentin avec certains, et puis ils ont pris M. Nourobian pour en faire un président qui était avec M. Kembele. Donc aujourd'hui, c'est normal qu'il y ait cette dissension, parce que celui qui a mis les moyens hier pour créer ce parti, pour prendre un siège, pour être présent, mais il tire les ficelles, il faut le dire. C'est ça la réalité. Et l'autre qui est maintenant vice-président, qui est avec le nouveau pouvoir, qui est dans les paix et les plaisirs, vous comprenez qu'il y a cette collision qui fait en sorte que ce parti va nécessairement imploser, c'est ça le fond. Mais en réalité, qu'est-ce que ça renvoie? Ça renvoie, n'est-ce pas, au ménage dont je parle à chaque fois ici. Il faut faire le ménage dans les partis politiques parce qu'il y a trop de désordre. Il y a trop de désordre. Alimenté par les acteurs politiques eux-mêmes. Alimenté par les acteurs politiques eux-mêmes. C'est ça le problème, parce qu'ils ont encore les vieux schémas. C'est pour cette raison que le ministère de l'Intérieur, qui est l'autorité de tutelle, doit prendre ses responsabilités en faisant le ménage. Soit en adoptant les résolutions du dialogue national, soit en mettant en place un mécanisme qui favorise, n'est-ce pas, l'émergence d'une nouvelle classe politique. Et ces propositions faites lors du dialogue national inclusif, en ce qui concerne les partis politiques, c'était quoi? Le gel des activités des partis? La création des blocs politiques? C'était la conformité aux nouvelles exigences, parce qu'il était question qu'après cette consultation, n'est-ce pas, après le référendum, n'est-ce pas, que le ministère de l'Intérieur mette en place une certaine batterie de mesures qui fera en sorte que tous les partis doivent rentrer dans ce couloir-là. Mais je voulais, permettez que je réagisse. Oui. C'est le temps plus important pour les partis politiques que pour les associations, parce que les associations bénéficient, n'est-ce pas, des financements extérieurs, ce que n'ont pas les partis politiques. Donc si on fait le ménage seulement au niveau des partis politiques, on va laisser une boîte de Pandore et les gens vont exporter des fonds pour faire la politique à l'intérieur sous la bannière des associations, et ça peut nous amener vers des méandres qu'on ne pourrait pas imaginer. Pascal Koulou, est-ce qu'on va aux élections futures sur la base actuelle, ou bien il faut s'arrimer aux recommandations, propositions faites par le dialogue national inclusif en ce qui concerne le nouveau format qui sous-tend la légalisation des partis politiques, celle qui consiste à présenter, à avoir 18 000 adhérents pour se voir établir un récépissé. Si on tient compte de la nécessité et de l'urgence qu'il y a aujourd'hui d'asseoir l'engagement politique sur des bases saines, effectivement, sortir de manière radicale des chemins d'avant. Sinon, ça ne sert à rien. La preuve, écoutez, si vous prenez le groupe qui a conduit la campagne sur le référendum, beaucoup de ceux qui se sont abstenus l'ont fait. Le camp du oui ou du non? Vous parlez de quel groupe? Oui, le camp du oui, le camp qui était dans les commissions nationales de campagne pour le oui. Beaucoup de nos compatriotes ne sont pas allés voter parce qu'ils se sont dit, mais enfin, si ces gens croient qu'ils vont toujours faire preuve d'une sorte de duperie en présentant un actif populaire qu'ils n'ont pas, non préfèrent s'abstenir. Voilà ce qui a conduit les gens à ne pas aller massivement voter. Ils se sont dit, ils veulent faire quoi au président? Que nous obéissons à leur mot d'ordre. Ça, c'est une explication empirique ou bien c'est scientifique? Non, c'est la réalité. Écoutez, moi j'étais sur le terrain. Ça, c'est ce que vous pensez, en tant qu'acteur politique, vous savez que nous avons au niveau de l'appel à Ngondje initié des causeries. Dans le cas de ces échanges, le premier constat, ça a été de nous dire pourquoi vous avez mis autant d'argent alors que nous sommes disposés à aller voter sans qu'il y ait une motivation autre que l'information pédagogique sur les éléments relevant de la Constitution. De deux, pourquoi c'est certaines personnes qui ont formé des comités, des commissions entre amis et copains sans que ça ne reflète l'engagement populaire des populations. Voilà ce qui s'était dit. Et moi, j'espère qu'ils ont eu la responsabilité de le traduire comme cela auprès du président de la République pour qu'il sache justement que c'est son actif à lui qui a engagé les populations et non pas le déroulement sur le terrain des commissions. Donc c'est pour ça que le renouvellement de la classe politique s'impose. Elle s'impose pourquoi? Parce que nous ne pouvons plus laisser le pays aller à volo entre les mains de ceux qui n'ont jusqu'à présent rien prouvé. Absolument rien prouvé. On va terminer cette émission avec cette rubrique à nouveau, le reportage sur un point également qui fait l'actualité. Évidemment, le week-end dernier, les membres du mouvement MVCP ont tenu à lancer officiellement leur campagne de collecte des fonds. On regarde le reportage.
grande salle de la Chambre de commerce de Libreville a refusé du monde pour cette sortie officielle du MVCP. Le mouvement volontaire pour la caution du président a donc lancé sa collecte des fonds nécessaires pour soutenir une éventuelle candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema lors des prochaines élections présidentielles afin de poursuivre l'œuvre entamée depuis 1 an. Nous avons observé la naissance de Fly Air Gabon. Nous n'avions plus de compagnie aérienne. Pour aller à l'étranger, nous connaissions les compagnies des pays voisins, avec toute la honte que ça comporte. Le rachat de la compagnie pétrolière à Salah. Nous avons observé pour nos petits frères, nos enfants, nos petites sœurs, le retour au Gabon de la bourse d'études. Et je pense parmi vous qu'il y a des parents qui seront contents dans les semaines à venir d'aller toucher la bourse de passage et la bourse de leurs enfants. Applaudissez pour ces parents-là. Nous assistons à la transformation du Grand Libreville. Les routes qui étaient autrefois impraticables sont aujourd'hui devenues praticables. 10 millions de francs CFA, c'est le montant des ressources que souhaite mobiliser le MVCP. Pour ce mouvement créé en janvier 2024, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, à la tête du CTRI, a également impulsé une dynamique sur le plan social. Nous avons constaté la construction et la reconstruction des édifices de santé à l'intérieur du pays. En 1 an, comment ne pas accompagner ces personnes? Le MVCP compte parcourir le territoire national afin d'emmener les populations à adhérer à son projet. Voilà, le MVCP qui va donc sillonner le Gabon pour lancer cette campagne de collecte de fonds. Rufin Tutomomba, alors, on parle beaucoup de ces prochaines échéances électorales, l'organisation des élections législatives locales, mais surtout l'élection présidentielle. Il y a, on l'a dit, on l'a vu, à travers les tournées républicaines de Brice Clotaire Oligui Nguema, une forte adhésion populaire, les populations autour du chef de l'État, séduites par sa vision, par son action sur le terrain, notamment sur le terrain social. Il y a des Gabonais qui, dans les quartiers, pensent ou souhaitent que Brice Clotaire Oligui Nguema soit candidat. Et là, on constate qu'il y a déjà des associations, il y a des mouvements, il y a même certains acteurs politiques qui commencent à appeler Brice Clotaire Oligui Nguema à être candidat. Est-ce que c'est mettre la charrue avant les bœufs? Est-ce que c'est aller vite en besogne? Est-ce que c'est danser plus vite que la musique? Je ne crois pas. Je crois que chaque citoyen a le droit d'exprimer son ressenti. Et le ressenti, déjà, c'est un devoir de gratitude morale parce que la population gabonaise est traditionnaliste. Et donc, elle est attachée aux acquis. Et l'acquis, c'est le président Oligui. Non seulement qui a, par le coup de libération, nous a sorti d'une certaine esclavagisme, mais en même temps, qui, depuis son magistère, qui, n'est-ce pas, a traduit un certain nombre d'actes et d'actions sur le terrain, qui conforte sa position. Et donc, c'est juste normal que la population se lève par endroits, comme cette association, n'est-ce pas, pour solliciter sa candidature et pour recueillir des fonds. Donc, c'est une pratique politique qui est connue. Et donc, je pense que c'est une lapalissade. Le président Oligui sera naturellement président et donc il sera élu. Ça ne fait pas de doute. Aujourd'hui, dans la sphère politique, de ma petite expérience, je ne vois pas aujourd'hui un Gabonais qui soit capable d'être candidat et puis de faire face à la dynamique qui est derrière le président de la République, général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Pascal Nkoulou, est-ce que c'est évidemment que ce n'est pas la première fois qu'on voit ce genre d'initiative lancée par des mouvements, par la société civile. Donc on va dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, évidemment, mais est-ce que vous pensez que c'est le moment, en termes de timing, est-ce que c'est le moment où il faut attendre, où voilà, on est dans un pays libre et les gens sont libres de pouvoir mener leurs actions sur le terrain? Il faut partir du principe qu'il y a une union extraordinaire entre le président de la transition, le président de la République, chef de l'État, et les populations gabonaises.
Et ensuite, à cela, il faut ajouter qu'il y a le charisme de l'homme et son leadership politique. Ce leadership politique rencontre l'écho de soutien populaire qui aujourd'hui se transforme en appel à la candidature et en engagement citoyen. C'est pour ça que j'ai dit tantôt que je serais heureux de voir qui s'opposerait à cette volonté populaire, parce que la prochaine élection présidentielle... Vous savez que les Gabonais sont encore libres, non, dans leur pays. Oui, mais je dis, je noterai qui, de façon hasardeuse, parce que la difficulté de la prochaine élection présidentielle, si Oligui Nguema est candidat, c'est que les gens n'auront pas affronté un candidat, ils iront contre la volonté du peuple en s'opposant au Oligui. Voilà l'équation de la prochaine élection présidentielle. Il ne s'agit pas de ce que je veux ou de ce que je pense, mais c'est ce que je constate. C'est-à-dire que le peuple est déterminé à ce que Oligui soit candidat. La seule possibilité est qu'on ait une élection où le contraste électoral peut se présenter, c'est si Oligui n'était pas candidat. Mais si Oligui est candidat, ça veut dire qu'aujourd'hui, à écouter les Gabonais, c'est leur candidat. Donc, je ne sais pas comment un candidat autre pourrait aller à l'encontre de la volonté populaire. Ce serait une forme de suicide politique. Bon, mais n'empêche qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, effectivement, c'est que cet engagement citoyen est prononcé depuis de longue date. Beaucoup de personnes, beaucoup de citoyens souhaitent que le président de la transition soit candidat à la prochaine élection présidentielle. Et ensuite, le format institutionnel d'aujourd'hui lui donne la possibilité d'être au-dessus des partis politiques et de sortir des contingences des alliances politiques. Donc, ce sera son élection, lui, vis-à-vis des populations, un engagement direct qui pourrait permettre de booster les politiques publiques. Donc, c'est cet appel qui est fait par la majeure partie des Gabonais vise simplement aujourd'hui à rester dans la lignée de ce qui s'est initié ou ce qui a démarré depuis 2023 et qui se poursuit au cours de cette séquence transitionnelle. Donc, à mon humble avis, c'est quelque chose de juste et de légitime. Et on ne peut que soutenir et s'inscrire dans cette volonté populaire. Rufin Tuntumba, est-ce que... Alors, Brice Clotaire Oligui Nguema est à la tête du Gabon depuis le 30 août 2023. Il est à la tête du comité pour la transition et la restauration des institutions. Il a une vision, évidemment, on l'a dit, un ensemble de réformes initiées par le CTRI dans tous les domaines d'activité, dans tous les secteurs, notamment sur le plan économique, social, on l'a dit, politique, restauration des institutions. Il est très présent sur le terrain, même sur la scène internationale aussi, pour replacer le Gabon dans le concert des nations. Et jusque-là, il ne dit mot, il ne dit rien sur une probable candidature de sa part lors de la prochaine élection présidentielle. Est-ce que vous pensez qu'il a la bonne attitude, il a la bonne méthode? Oui, je pense qu'il a la bonne attitude parce qu'il est dans un comité pour la transition, donc constitué des généraux, des officiers supérieurs. Et donc, en interne, il faut d'abord que la question soit réglée, parce que la charte ne dit pas quel est le format. Le président a simplement dit lors de son premier discours qu'il restituera le pouvoir aux civils. Donc ça sous-entend qu'il devrait être civil, si je m'en tiens à sa parole. C'est-à-dire qu'il sera candidat, mais sous le format d'un citoyen civil. Et donc je crois qu'il faut d'abord en interne régler cette question-là du CTRI. Et ensuite, il aura à s'exprimer. Mais je crois que quand on regarde un peu comment les choses devraient se faire, je crois que d'ici février, le président devrait certainement prendre position parce qu'il aurait d'abord à sécuriser, n'est-ce pas, à mettre de l'ordre au sein du CTRI parce qu'il y a quand même des postes stratégiques sur le plan militaire, sur le plan technique qu'il faut regarder. Et puis sur la question de la gestion de la présidence, comment est-ce que ça se fait de façon pratique. Donc je crois qu'il y a toutes ces questions-là qu'il faut regarder avant qu'il ne prenne position. Mais je crois que en regardant sa finesse et son maestria, je pense qu'il n'y a pas de doute. D'ici fin février, certainement que le président prendra Alors quand on regarde la charge dont il est... charge entre griffes évidemment, les critiques nourries à son endroit ou à l'endroit des actions qui sont remises en cause ou balayées d'un revers de main par ceux qui estiment que le CTRI est en train de se fourvoyer. On le voit, on le lit dans la presse évidemment. Récemment on a eu une déclaration de l'ancien candidat à la présidentielle 2023, le candidat Albert Ondrosa, le professeur Albert Ondrosa, qui n'est pas du tout tendre envers le pouvoir actuel, envers le CTRI. Quand on voit donc les critiques nourries du professeur Albert Ondrosa, de Pierre Claver Monganga Moussavou, de l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy Binzé,
est-ce que ça suffit pour vous dire qu'ils ont compris, eux, ou ils sont sûrs que c'est le moment pour eux de donner de la voix, de dégainer, parce que Brice Clotaire Oligui Nguema est celui qui sera le candidat qui sera face à eux si jamais ils sont candidats à l'élection. Bon, déjà, ils ne peuvent pas être candidats au terme des dispositions actuelles. La Constitution qui vient d'être... Pas tous les trois, quand même. La Constitution qui vient d'être... Alain Claude Bilibizé peut être candidat. Alain Claude Bilibizé, pour moi, je le dis sans mettre les gants, il est un passif. Pour moi, qui ne peut pas percuter. Politiquement, ça ne peut pas percuter. Mais ça ne l'empêche pas d'être candidat. Il pourra être candidat, c'est un citoyen, mais oui. On aura exactement le même résultat qu'au référendum. Sinon, on peut aller à plus de 91%, ce qui est clair. Maintenant, ce qui est vrai dans l'opinion, parce que nous sommes sur le terrain, ce qui est clair, c'est la complicité ou c'est la connivence qui est entre les anciennes figures emblématiques du PDG et le président ou le CTRI. C'est ce qui est clair. Tu vois? Et c'est ça qu'il devra peut-être... Clair à quel niveau? Clair dans le sens que les populations ne perçoivent pas bien que ces mêmes personnes qui étaient aux commandes hier se retrouvent en figure de proue. Vous voyez le scandale qu'il y a aujourd'hui avec l'affaire Car Power Chips, qui est un des patrons aujourd'hui du PDG, M. Kalima, que je peux citer, c'est une personnalité notoirement connue, publique. Et donc il y a ça. Est-ce que sa responsabilité a été établie dans cette affaire dont vous faites allusion? Il est ministre il est cité dans cette affaire. Et c'est son acquaintance. Il y a l'affaire Car Power Chips qui existe. Mais non, mais vous ne pouvez pas. Vous êtes quand même un journaliste de mérite. Mais non, non, vous êtes un journaliste de mérite. Vous ne donnez pas l'impression que... Non, mais jusque-là, on lit des jours dans la presse, je lis comme vous. Mais oui, mais je vous donne je ne peux pas prendre la responsabilité d'engager la responsabilité de Jean-Claude Kalima dans ce que vous qualifiez d'affaire. Qui est l'affaire que le ministre de l'Énergie qui a signé le contrat entre l'État gabonais et Car Power Chips. Donc en fait, ce que j'ai envie de dire dans le fond, ce n'est pas personnellement à lui. Ce que j'ai envie de dire dans le fond, c'est qu'on voit une résurgence du PDG ou des héritiers de ce parti qui sont aux affaires. Et ça ne passe pas bien dans l'opinion. C'est pour cette raison que sur ce plan-là, il faut que le président s'accommode de nouvelles personnalités. Il faut que le président aille chercher dans ses troupes, dans ses rangs, des personnes qui sont capables, n'est-ce pas, d'incarner une nouvelle vision, une nouvelle espérance. Parce que les mêmes qui ont été aux commandes hier, qui étaient ministres hier dans le port du PDG, qui étaient pour la bélice du PDG hier, qui sont aux affaires aujourd'hui, ça ne passe pas. Ce n'est pas remettre en cause la technicité ou la compétence de ces personnes. Bien, ça met un contexte qui est que nous avons été abusés par un certain nombre de compatriotes sur la bannière d'un parti politique et nous ne digérons pas facilement que ce soit eux aujourd'hui qui soient encore à la gouverne. Pascal Nkoulou, est-ce que vous êtes convaincu que les adversaires de Brice Clotaire Oligui Nguema ont compris qu'il pourrait être candidat ou qu'il sera candidat, d'où ces charges à répétition contre lui? Bon, écoutez, les adversaires politiques, pour l'instant, il n'y en a pas. Moi, je suis réaliste, je regarde le champ politique tel qu'il se vit. Brice Clotaire Oligui Nguema n'a pas d'adversaire politique. Je considère les commentaires. Oui, je considère les commentaires, que ce soit ceux de M. Manga Moussavou, que ce soit ceux de M. Ondossa, que ce soit ceux de M. Alain Claude Bilibizé, comme étant des commentaires des citoyens ordinaires. Ces gens n'ont pas un impact véritable dans la conscience collective des Gabonais aujourd'hui. Vous savez, M. Ondossa, c'est une greffe. Il a été greffé à une dynamique politique. La greffe n'a pas prise et aujourd'hui, il est la simple expression de sa seule personne. Ça ne fait pas de vous un adversaire politique conséquent. Monsieur Oligui Nguema, je le dis, fait course, enfin, il est en tête. Quel que soit le Gabonais que vous allez prendre, ils vous diront, on n'est peut-être pas d'accord sur un aspect, mais nous le voterons comme président. Donc, le choix est établi. Pendant le référendum, les gens disent, telle chose ne marche peut-être pas, mais nous le voterons comme président. Si vous faites le tour de tous les responsables syndicaux qui étaient dans le non-objectif, déjà, qui se départaient par leur position avec les politiques, on dit, sur le référendum, on a quelques observations. Mais à la présidentielle, M. Oligui peut compter sur nous. Donc, quand vous avez ce type d'approche, et ensuite vous avez vu les partis politiques du non, une fois en face du leader populaire qui est Oligui Nguema, ils ont changé d'avis parce que les arguments avancés étaient des arguments républicains. Ils se sont mis à faire une campagne pour le oui. Donc, voilà le contexte politique de notre pays. Dans ce cas-là, que ce soit M. Ondossa, comme je le dis, qui a été une greffe, parce qu'on l'a greffé à une dynamique politique dans une circonstance bien précise. Et les choix qui ont compté pour lui étaient des choix évidents parce qu'il était le moindre mal pour la plupart d'entre eux.
aujourd'hui ne peut pas reconstituer un actif politique aussi dynamique que celui qu'il y avait en 2023. Bon, M. Alain-Claude Livinze est également aussi une forme de greffe, mais qui ne prendra jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris sur lui de se conduire en responsable politique de haut niveau qu'il a été de par ses fonctions politiques. Il est resté dans l'invective, une rhétorique provocante. Donc là aussi, les Gabonais se disent, enfin, si c'est avec ça qu'il faut aller vers une reconstruction politique, ça ne compte pas. Bon, M. Manga Moussavou est dans une posture mi-figue, mi-raisin. Dans son parti, sa femme a mené campagne pour le oui, lui-même était dans une posture du non, après avoir reçu le président. Donc, il y a un besoin de cohérence et d'actes construits sur le long terme dont les Gabonais ont besoin. En un an, Oligui s'est projeté sur un mandat à venir par les populations. Pas lui-même, mais par les populations. Je trouve à ce niveau, on n'a pas parlé d'adversaire politique parce qu'il n'y a pas de challenge et il n'y a pas de challenger. Donc voilà la situation du Gabon. Alors, lorsque les forces de défense et de sécurité ont fait le coup de libération le 30 août 2023, donc l'arrivée à la tête du pays de ces forces de défense et de sécurité, on a dit que c'était des gens qui n'avaient pas d'expérience sur le plan politique. Un an plus tard, on se rend compte que les forces de défense et de sécurité gardent le cap, ont une vision, gardent le cap, mais on a l'impression qu'ils ont une bonne connaissance de la sphère politique nationale et des choses politiques au point où la classe politique elle-même est en train de voler en éclats. Bon, je pense que la classe politique ne vole pas en éclats. Je pense simplement que, vous savez, le pouvoir, il est d'abord divin, n'est-ce pas? La sortie au soir du 30 août 2023, n'est-ce pas? Il y a eu une sorte de légitimation du pouvoir du CTRI. Et ça a fait comme une sorte d'onction, n'est-ce pas? Et qui fait que tout ce qui est fait par le CTRI fonctionne et marche. C'est ça le problème de fond. Parce que quand on fait la comparaison avec le pouvoir de M. Ali Bongo, on constate qu'il a mis beaucoup d'argent, mais rien n'a poussé, et rien ne s'est fait. Mais parce qu'il n'y avait pas de légitimité de fait, de mon point de vue. Donc, il faut dire que, bon, en matière de technicité, bon, on a toujours les mêmes ingénieurs, les mêmes médecins, les mêmes technocrates qui sont aux affaires dans tous les ministères. Donc, le principe avec le pouvoir, c'est le leader qui impulse la dynamique. Et donc, si c'est un leader qui est regardant, qui est rigoureux, les gens le suivent. Mais si vous êtes un leader laxiste, nonchalant, paresseux, mais il va de soi qu'autour de vous, rien ne va se construire. Donc, je pense que c'est lié au charisme et à la personnalité du général de brigade, Brice Oligui Nguema, que simplement nous observons que ceux d'hier qui étaient nonchalants, qui avaient des pratiques douteuses et tout le reste, se sont remis au travail. C'est pour cette raison qu'on perçoit aujourd'hui qu'il y a une sorte, n'est-ce pas, d'émulation, de développement, de prise en compte des désirata des populations. Et donc, je pense que c'est à l'actif du général de brigade, Oligui Nguema. Pascal Nkoulou, est-ce que vous pensez que le CTRI a réussi à faire démentir tous ceux qui pensaient qu'ils allaient se faire bouffer par les politiques? Ouais, écoutez, non, on n'a pas à tisser des palmes pour le Guy. Je crois que M. Sarkozy avait résumé la situation en disant que quand on est chef d'État, on a tendance à garder la vitesse ou l'allure d'une voiture de Formule 1. On n'est pas une voiture de collection. Et c'est justement cette dynamique que Oligui impulse aujourd'hui à la tête de notre pays. Des situations sont vite décantées, des propositions sont faites, des décisions sont rapidement prises. Il y a une forme d'inclusion également à un très haut niveau qui fait en sorte que beaucoup de citoyens qui étaient sortis du radar social, beaucoup de citoyens qui n'avaient plus un actif en termes de confiance, de crédibilité accordée à la parole donnée par des acteurs politiques, recommencent aujourd'hui à se fier à la marche de l'État. Et ça, c'est important dans la vie d'une nation, que ceux qui ont des possibilités de s'interroger puissent le faire librement, comme ça se voit, que ceux qui ont la possibilité d'agir le fassent librement. Ça donne une forme de dynamisme qui permet à la nation de surmonter des grands défis. Vous voyez, notre pays aujourd'hui croule sur presque dans tous les secteurs. Il faut un chef, il faut une dynamique, et pour les Gabonais, Oligui Nguema semble être cette personne, il faut pouvoir le leur concéder. Moi, je crois que nous-mêmes, en tant que citoyens, on a besoin de voir se prolonger cette dynamique, au moins sur 7 ans, pour permettre qu'il y ait un rapport direct entre les institutions, leur fonctionnement, le rapport à la loi, pour qu'on sache si on a commis une erreur ou pas. Pour l'instant, on a vraiment besoin d'avoir une référence et un référentiel
qui n'existe pas ou qui n'existait plus jusqu'à présent. Rufin Tutumba, je passe la parole une dernière fois en guise de conclusion avant qu'on ne mette un terme à cette émission. Une minute avant. Mais moi, je pense que sur le premier magistère du président de la République, le général de brigade Brice-Clotaire Oligingema, il va de soi que le pays est en chantier et que tout semble aller très bien. Il y a simplement qu'il faut que la question politique soit réglée, la question déjà du renouvellement de la classe politique, et puis la question de la duplicité avec le parti au pouvoir doit être tranchée. Il faut qu'il ait le courage nécessaire, parce qu'il en va de notre cohésion nationale, parce que les derniers résultats de l'abstention du référendum, on n'ose pas, de mon point de vue, sont liés à cette complicité. On a vu en première scène les anciens Irak du Parti démocratique gabonais, et donc je pense qu'il faut qu'il y ait une scission à ce niveau. Et au soir du 30 août, certainement, je crois que le président aura dépassé la barre de 91%. Pascal Nkoulou, votre conclusion? Oui, je crois qu'avec la fin du référendum, l'adoption du test constitutionnel, notre pays a un niveau d'engagement important. Il reste la dernière partie parce que l'objet en termes de présence justificative des militaires, c'est restaurer les institutions. Par le test constitutionnel, l'essentiel de cet actif est déjà visible. Il reste maintenant l'organisation pratique, la prochaine élection présidentielle qui constituera la boucle de ce challenge que les Gabonais ont relevé et continuent de relever avec la manière. Il faut naturellement, et c'est à cela que nous devons tous attirer l'attention du président de la transition, qu'il sache qu'en termes d'adversité, c'est la demande sociale. Il faut qu'il regarde, écoute. Il a commencé à poser son oreille sur le cœur des Gabonais. Il faut qu'il s'approprie le rythme de battement du cœur des Gabonais pour que ces initiatives reçoivent l'adhésion populaire et qu'il prenne sur lui de limiter les propensions de ceux qui, par excès, peuvent être de nature à désengager les populations de l'actif du président de la République. Merci beaucoup Pascal Nkoulou. Merci également à vous Rufin Tutumba, secrétaire général de l'UPNR, l'Union pour la Nouvelle République, parti politique dirigé par Maître Louis Gaston Maïla. C'est un parti de l'opposition au Gabon. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés. Rendez-vous prochainement sur les antennes de Télé Africa pour un autre regard sur les sujets qui font l'actualité au Gabon. Merci de nous avoir regardés et surtout bonne suite des programmes sur notre chaîne.